Bhopal, dans le centre de l'Inde, 1984. Les habitants se réveillent en suffoquant. Dans la panique qui s'ensuit, des milliers de personnes trouvent la mort, intoxiquées par l'air ambiant. Une usine américaine, prétendument équipée de systèmes de sécurité, provoque le plus grave accident industriel de l'histoire. Les catastrophes sont rarement le fruit du hasard. Elles résultent souvent d'un enchaînement d'événements malheureux. Aujourd'hui, dans la minute de vérité. Bhopal, en Inde, le 3 décembre 1984. À minuit 5, les ouvriers de l'usine de pesticides Union Carbide détectent une petite fuite de gaz qu'ils signalent aussitôt. Suman Dey, le chef opérateur de la salle de commande, est le premier informé. Oui. On me signale une fuite, donc je vais vérifier aussitôt. Check it out. Suman Dey quitte la salle des commandes pour localiser la fuite. Il se rend dans la zone de stockage où des cuves de produits chimiques très volatiles sont partiellement enterrées dans un sarcophage de béton. À côté de réservoirs de phosgène, employés comme arme chimique durant la Première Guerre mondiale, repose une grande quantité de MIC, ou isocyanate de méthyle, principal ingrédient du Sevin, un pesticide fabriqué par l'usine. C'est un produit hautement toxique. Un gros volume de MIC était stocké là. Tous les produits chimiques sont dangereux. Il faut tout faire pour prévenir un accident. Grâce à l'odeur caractéristique du gaz, Suman Dey repère la fuite. Il y avait bien une fuite, mais le gaz s'échappait très doucement. Les petites fuites de gaz sont fréquentes. Les ouvriers n'ont d'autre choix que d'en supporter les vapeurs irritantes. Tout allait bien. J'ai vérifié la pression, la température et le reste. Je me suis dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors on est resté dans la salle de contrôle à discuter. Les ouvriers rappellent. Conscient que les instruments de contrôle sont vétustes et peu fiables, Suman Dey vérifie une nouvelle fois la jauge de pression. J'ai vu que l'aiguille s'affolait. En quelques minutes, la pression dans les réservoirs de produits chimiques monte en flèche. À minuit 20, Suman Dey se précipite vers la zone de stockage où il constate la gravité de la situation. Il faisait très chaud. Le sol tremblait. Le béton se dilatait. L'opérateur rejoint la salle de contrôle, tandis que du gaz s'engouffre dans le réseau de canalisation. J'ai entendu un sifflement, comme celui d'une locomotive à vapeur. Minuit 30. Suman Dey déclenche la procédure d'urgence afin de neutraliser le gaz lors de son passage dans une colonne de lavage appelée tour d'abattage. En vain. Le gaz passe ensuite dans la torchère, censé brûler les émissions incontrôlées. Mais rien ne se déroule comme prévu. Le gaz sous haute pression se répand dans le réseau de canalisation et s'échappe dans l'atmosphère par une cheminée d'évacuation. C'est la catastrophe. Les opérateurs ne peuvent rien faire pour empêcher le gaz toxique de se répandre dans l'atmosphère.
J'ai annoncé qu'il y avait une grosse fuite dans la zone de stockage et ordonné l'évacuation du site. Pendant quelques minutes, nous sommes restés paralysés. Personne n'avait imaginé qu'un tel accident pouvait se produire. Les employés de l'usine ne sont pas les seuls à être en danger. 1h du matin. L'usine se trouve à proximité du centre résidentiel de Bhopal. Un vent de sud-est entraîne le nuage toxique vers la ville et ses 500 000 habitants. T.R. Chouan, qui habite non loin de l'usine, profite de son week-end de congé. J'étais content, ayant une fille en bas âge, de ne pas travailler ce soir-là. Un bruit le réveille au milieu de la nuit. Mon enfant pleurait. On a commencé à ressentir des picotements dans les yeux. Donne-lui à boire, je vais jeter un œil. En se condensant, le nuage de gaz descend sur la ville endormie, la revêtant d'un manteau empoisonné. Très vite, les habitants envahissent les rues désertes. Tous suffoquent. C'est l'affolement. Les rues étaient pleines de gens qui couraient. J'ai décidé de fuir aussi avec mes enfants et ma femme. Les gens vomissaient, toussaient. J'ai vu des gens mourir. Ils couraient et tombaient, morts. Entre-temps, à l'usine, les systèmes de sécurité devant neutraliser ou brûler le gaz sont toujours inopérants. Et l'ultime effort pour enrayer la catastrophe s'avère inefficace. Les ouvriers déploient des lances à eau pour diluer les émanations toxiques. Mais les jets ont une portée insuffisante pour atteindre le gaz qui s'échappe de la cheminée. Au bout d'une demi-heure, le gaz continue de fuir. En ville, un appel réveille le docteur Bandari, chef de service à l'hôpital principal de Bhopal. Allô? Comment? Calmez-vous. Rincez-leur les yeux et mettez des gouttes. On m'a appelé de l'hôpital car du gaz s'était échappé de l'usine. Probablement de l'ammoniac. Beaucoup de patients avaient les yeux irrités. J'ai dit de leur administrer des gouttes. Les patients affluaient et le personnel était débordé. Alors on m'a demandé de venir. Très bien. J'arrive tout de suite. Surpris par cet appel, le docteur Bandari sort pour détecter une éventuelle présence de gaz. Je suis rentré, j'avais du mal à respirer et j'ai été pris d'une quinte de toux. Minute après minute, le nuage de gaz invisible se déploie sur une étendue de 25 km². Les habitants ont du mal à respirer. Affolés, des dizaines de milliers d'entre eux se ruent hors de chez eux et certains s'effondrent, asphyxiés. À l'usine, Soumande est à l'abri dans la salle de contrôle. Voyant que des ouvriers manquent à l'appel, il décide de partir en mission de sauvetage. J'ai vite attrapé un masque et je suis retourné dans l'usine.
Je voulais sauver tous les ouvriers qui étaient présents sur le site. Mais il manque rapidement d'air. J'avais très peur. J'étais terrifié. Pendant un court instant, j'ai cru que j'allais y rester. En ville, l'ouvrier Teher Chouan et sa famille sont désespérés. Au milieu du chaos, ils savent qu'ils doivent fuir ou mourir. J'ai vu une voiture. Allez-y, démarrez. Allez. Il convainc le conducteur de les aider. Je lui ai dit, si vous voulez vivre, quittez la ville. Après une violente quinte de toux, le docteur Bandari parvient à rejoindre l'hôpital. En arrivant, j'ai vu un grand nombre de patients en attente de soins. Que se passe-t-il? Je ne sais pas. Les gens arrivent les uns après les autres. Et cette femme? J'ai rincé ses yeux, mais ça ne fait rien. D'après la police, il s'agirait d'une fuite d'ammoniac. Ne bouge pas. Le docteur Bandari espère soigner les patients à l'aide des méthodes habituelles. Mais leurs symptômes sont bien plus graves que prévu. Beaucoup avaient des problèmes respiratoires. Ils toussaient, suffoquaient. Les traitements classiques sont inefficaces. On était perdus. On avait affaire à un mal inconnu. Des milliers de Bhopalais mourants gagnent l'hôpital. Le docteur Bandari a besoin d'identifier l'origine du problème. Il est persuadé qu'il ne s'agit pas d'ammoniac. Vous ne comprenez pas? Des milliers de patients attendent devant l'hôpital. On m'a d'abord parlé d'ammoniac, puis de phosgène. Dites-moi quel gaz c'est. On m'a répondu du MIC. On ne connaissait pas l'isocyanate de méthyle et on n'avait ni antidote ni information de la part d'Union Carbide. Inconnu des médecins, le MIC réagit avec l'eau présente dans le corps des victimes et fait affluer le sang dans les alvéoles pulmonaires, entravant la respiration. Beaucoup sont morts instantanément. Surtout ceux qui couraient. En inhalant le gaz, leurs poumons ont gonflé. Ils se sont noyés dans leurs propres sécrétions. Dès 3 heures du matin, il y avait des rangées de cadavres. Le 3 décembre, au petit matin, le gaz s'est dissipé au-dessus du pays. À Bhopal, 3000 personnes sont mortes et plus de 300 000 souffrent de graves séquelles de leur exposition au MIC. Les employés de l'usine ont survécu à cette terrible nuit. Ce n'est qu'à l'aube que Soumandé saisit l'ampleur de la catastrophe. J'ai vu des buffles, des vaches dans la rue. Morts. Les personnes âgées et les enfants sont les plus touchés, car ils se sont trouvés piégés dans l'épais nuage flottant au ras du sol. Très vite, Bhopal fait la une des médias. La catastrophe de Bhopal a fait plus de 2500 victimes. C'est l'accident industriel le plus grave de l'histoire. Dans ce quartier, situé en face de l'usine Union Carbide, vivent 10 000 personnes. Mais ce matin, le bidonville est désert.
Devant la lourdeur du bilan humain, une question se pose. Comment un tel accident a-t-il pu arriver? Le lendemain de la catastrophe, le gouvernement indien envoie M. Thiagarajan, chimiste, sécuriser l'usine. La situation était effroyable. Les rues étaient jonchées de cadavres. Les gens pleuraient, c'était la panique. L'usine de Bhopal produisait du sévine. La direction affirme que le MIC utilisé pour la fabrication du pesticide était convenablement stocké sous forme liquide dans des cuves enterrées. Or, les ouvriers déclarent que le réservoir E610 était rempli à 75%, soit bien plus que les 50% recommandés. Les 42 tonnes de MIC extrêmement toxiques qu'il contenait se sont évaporées et échappées. Et M. Thiagarajan n'est pas au bout de ses surprises. J'ai ensuite demandé aux personnes présentes s'il restait du MIC quelque part. La réponse est tombée comme un coup de massue. Oui, il y a du MIC dans le 611. Combien? Entre 30 et 35 tonnes. Mon Dieu! Presque autant que ce qui s'est échappé hier. Le site compte 3 réservoirs enfouis dans un sarcophage de béton. Malgré sa capacité de stockage importante, l'unité de Bhopal ne produisait que quelques tonnes de sévine par jour, contrairement aux autres usines d'Union Carbide. D'importantes quantités de MIC étaient donc conservées des semaines durant. Une cuve devait rester vide pour servir de réservoir de secours. Mais d'après les employés, toutes 3 contenaient du produit chimique. Seul le réservoir E610 a fui, mais rien ne garantit que les autres ne céderont pas. Monsieur Thiagarajan doit les sécuriser de toute urgence. Tandis que Bhopal est encore sous le choc, Warren Anderson, le PDG d'Union Carbide, se déplace depuis l'Amérique pour évaluer la situation. La police, qui le considère responsable de l'usine, décide de l'arrêter. Je voudrais dire à ma femme que je vais bien. Et aussi, salut maman. Pour les journalistes comme Rajkumar Keswami, l'arrestation n'est qu'une mascarade. À l'aéroport, on l'a informé qu'il était en état d'arrestation, mais il n'a pas été incarcéré. On l'a emmené dans une résidence d'Union Carbide, qui était à l'époque l'une des plus belles de Bhopal. Quelques heures plus tard, Anderson est libéré sous caution et s'empresse de fuir le pays. À l'usine, M. Thiagarajan doit décider que faire des 35 tonnes de MIC restantes. J'ignorais qu'ils en stockaient une telle quantité. Dans notre labo, nous n'en avons jamais plus de 10 millilitres. Le MIC est stable pour l'instant, mais les ouvriers racontent que le réservoir E610 ne présentait aucun signe avant de céder. On est parti du principe qu'il exploserait. Les chimistes apprennent à envisager le pire et à agir en fonction. Monsieur Thiagarajan sait qu'il est vital de détruire la totalité du stock pour éviter une deuxième catastrophe. Toutefois, le seul moyen d'y parvenir est de remettre l'usine défaillante en marche. On reprend la même équipe pour produire le même carbaryl que l'usine fabriquait. 13 jours après la catastrophe qui a fait des milliers de morts et des dizaines de milliers de victimes, les opérateurs sont prêts à éliminer le MIC encore présent. Les responsables, qui ne savent pas encore ce qui a causé l'accident, appellent leur projet Opération Confiance. Nous étions confiants car nous étions compétents.
Mais nous ne connaissions pas l'état des autres réservoirs. Nous avons misé sur la confiance. Mais le projet de remettre en route l'usine si peu de temps après la catastrophe terrifie les habitants de Bhopal. Les gens pensaient que si on redémarrait l'usine, le gaz qui avait tué des milliers de gens s'échapperait de nouveau. Ce n'était pas exclu. Les gens se méfiaient. Durant l'opération, nous nous attendions au pire. Vu le risque d'explosion, on avait mobilisé des hélicos bombardiers d'eau et recouvert tout le complexe de bâches humides. Chaque seconde comptait. Un deuxième accident pouvait très bien arriver. Une fois les mesures de sécurité en place, les opérateurs mettent l'usine en route. Lorsque la production démarre, les Bhopalais paniquent et quittent la ville. Beaucoup de gens ont quitté Bhopal. Personne ne voulait risquer sa vie en restant là. Même les patients hospitalisés se joignent à l'exode, abandonnant les plus malades à leur sort. La ville était déserte. Une ville fantôme. 7 longues journées sont nécessaires pour transformer le MIC restant en Sévin. Un deuxième accident est évité. Nous étions contents d'y être arrivés et nous avons quitté le site sachant qu'il était sécurisé. Les habitants de Bhopal reviennent, mais ils sont furieux. Tout le monde voulait savoir ce qui était arrivé. Le public, la presse, les journalistes, le Parlement. Par conséquent, nous avons immédiatement ouvert une enquête afin de déterminer la cause de ce terrible accident. En passant en revue le fil des événements grâce à l'enquête menée après la catastrophe, il est possible d'expliquer précisément ce qui s'est passé cette nuit-là à Bhopal. Monsieur Thiagarajan sait que les 42 tonnes de MIC liquide, stockées dans un réservoir partiellement enterré, se sont vaporisées et échappées dans l'atmosphère, causant la mort de milliers de personnes. Sa mission est de découvrir comment cela a pu arriver. L'état des cuves était révélateur. Il se rend directement dans la zone de stockage où il découvre d'énormes fissures dans la chape de béton. Le réservoir avait bougé. C'est la conséquence d'une violente réaction chimique de grande ampleur. Les enquêteurs décèlent le réservoir E610 pour comprendre comment le gaz s'est échappé. Malgré des traces de surpression, le réservoir n'a pas cédé. L'équipe de M. Thiagarajan découvre que la soupape de sécurité est endommagée. Le gaz s'est échappé par le système de ventilation d'urgence et s'est répandu dans l'atmosphère. Un cas manifeste de réaction en chaîne. Quelque chose a dû provoquer cette réaction. M. Thiagarajan met en cause une substance habituellement inoffensive. D'après nos calculs, 500 litres d'eau sont entrés dans le réservoir. Au contact de l'eau, le MIC produit de la chaleur, bout et se vaporise. Cette réaction est encore plus violente en présence d'autres produits chimiques. Le MIC est instable et explosif. Mêlé à de l'eau chargée d'impuretés métalliques, il devient mortel. Les enquêteurs trouvent de fines particules au fond de la cuve qu'ils font analyser. La présence d'agents polluants était fort probable. Nous avons demandé à des laboratoires de recréer la réaction.
Les résidus prélevés au fond du réservoir sont ferreux. Cette information confirme l'hypothèse qu'un important volume d'eau chargé de poussière métallique a déclenché la réaction en chaîne. L'origine de la catastrophe étant identifiée, il reste à découvrir comment cette usine chimique, équipée de systèmes de sécurité sophistiqués, n'a pas été en mesure d'éviter l'accident. Union Carbide est implanté dans le monde entier et connaît parfaitement la dangerosité du MIC. Comme toutes ces usines, celle de Bhopal est équipée de systèmes de sécurité pour prévenir tout risque de contamination. Nous sommes ici pour vous expliquer ce qui est arrivé à Bhopal, en Inde. Quelques jours après la catastrophe, Warren Anderson prétend qu'il ne s'agit pas d'un accident. Ça ne ressemble pas à un acte de négligence, mais à un acte de malveillance. Cette allusion à un sabotage interne pousse les syndicats ouvriers à demander une contre-expertise indépendante et à dépêcher un enquêteur américain, Michael Wright, à Bhopal. Les autorités indiennes refusant de lui délivrer un visa de travail, celui-ci doit travailler en secret. Nous gênions Union Carbide et les autorités indiennes. Ils ne voulaient pas qu'une tierce partie se mêle à leur enquête. Directeur de la santé et de la sécurité du syndicat de la sidérurgie, c'est un spécialiste de la sécurité dans les usines. Des accidents comme celui de Bhopal sont des événements à faible probabilité, mais aux conséquences lourdes. Ils arrivent rarement, mais quand ils surviennent, ils sont graves, catastrophiques. Livré à lui-même, Michael Wright débarque à Bhopal comme touriste. Sur place, il prend conscience de l'impact de la catastrophe sur la population. En marchant dans les rues, j'ai constaté que les gens toussaient, car ils avaient inhalé ce gaz extrêmement toxique. Je croisais des orphelins, des parents pleurant leurs enfants. Nous devions occulter l'atrocité de l'accident pour comprendre ce qui l'avait occasionné. On envisage tous les scénarios possibles, puis au fil de l'enquête, on élimine tout ce qui n'est pas pertinent. Comme il n'a pas accès à l'usine, Michael Wright doit enquêter clandestinement. Nous avons photographié de loin toutes les installations de l'usine. Nous nous sommes procuré le manuel des procédures techniques et nous avons parlé aux ouvriers, à tous les membres de l'équipe présents ce soir-là. Il est établi que l'eau qui s'est infiltrée dans le réservoir de MIC est à l'origine de l'accident. Michael Wright étudie les plans de l'usine pour déterminer la provenance de cette eau. Ses premiers soupçons se portent sur l'unité de traitement chimique attenante à la zone de stockage. L'unité de traitement était parfois obstruée. Pour déboucher le circuit, on insérait un tuyau qui projetait de l'eau dans le système. Ce n'était pas une opération dangereuse. Au cours de rencontres secrètes, les ouvriers lui expliquent que des aménagements avaient été réalisés. La société avait installé un raccordement entre les canalisations des deux unités. Ce raccourci vers la zone de stockage du MIC facilitait le travail des employés, tout en reliant directement le produit chimique au reste de l'usine. Cela rendait le site bien plus dangereux. Si la zone de stockage avait été totalement isolée, l'eau n'aurait jamais pu s'infiltrer. De l'eau pouvait donc entrer dans la zone de stockage du MIC. D'ailleurs, l'enquêteur apprend que les canalisations ont été nettoyées le soir de la catastrophe. Un employé a entamé l'opération vers 21h30 et a remarqué que l'eau ne ressortait pas.
Quand l'eau est finalement ressortie, l'équipe a cru le problème réglé. En réalité, une partie de l'eau est passée dans les canalisations raccordées à l'unité de stockage. Dans ce cas, un simple système de sécurité aurait dû bloquer sa progression. Un obturateur est normalement inséré à la jonction de 2 segments afin de former un joint étanche lors d'une opération de lavage. L'obturateur n'était pas en place et l'eau a atteint le réservoir. Or, même si de l'eau était arrivée jusqu'au réservoir de MIC, elle n'aurait jamais dû s'insinuer à l'intérieur, à en croire le guide technique. En effet, les cuves sont maintenues sous pression d'azote inerte afin d'isoler le liquide toxique du reste de l'usine. Michael Wright connaît ce système, a priori simple et efficace. Mais des employés de l'usine évoquent des défaillances. Le 30 novembre, l'équipe a tenté de pressuriser la cuve 610, mais n'y est pas parvenue. Sur ce site, vieux de 15 ans, il arrivait que les instruments de mesure ne fonctionnent pas. Mais TR Schwann savait qu'un problème de pressurisation était mauvais signe. Ça présageait une fuite dans la vanne de décharge. En consultant les rapports internes, il constate que le problème n'a pas été signalé depuis des semaines. Cela faisait 20 jours que la vanne était défectueuse et qu'il n'y avait pas de relevé de pression sur le registre. Si de l'azote peut s'échapper par la vanne défectueuse, de l'eau peut aussi s'y infiltrer. L'eau est entrée par la vanne. Cette dernière était censée la bloquer, mais comme elle fuyait, l'eau a pu s'introduire dans le réservoir du MIC. Michael Wright se demande alors si les soupçons d'Union Carbide ne seraient pas fondés. Peut-être s'agit-il d'un sabotage. Quelqu'un aurait pu délibérément endommager la vanne de décharge et retirer l'obturateur. Le fer à l'origine de la réaction provenant quant à lui de la rouille des canalisations. Cette personne n'aurait pas prévu que ça aurait de telles conséquences. Selon Union Carbide, un ouvrier mécontent aurait injecté de l'eau dans les cuves de MIC. Nous essayons seulement de faire la distinction entre inattention et préméditation. Cependant, Michael Wright n'est pas convaincu. Il reste encore des zones d'ombre dans cette affaire. La vraie question n'est pas de savoir comment l'eau est entrée dans le réservoir, mais de déterminer pourquoi aucun des systèmes de sécurité n'a fonctionné ce soir-là. Le premier rempart était la colonne d'abattage. En cas de fuite, le gaz est évacué vers cette grande tour en forme de bouteille où il est neutralisé dans un bain de soude caustique. Mais les témoignages recueillis par Michael Wright sont pour le moins stupéfiants. D'après les ouvriers, aucun dispositif n'indiquait qu'elle fonctionnait. La tour d'abattage, le premier des 3 systèmes de sécurité, était hors service. L'enquêteur s'intéresse alors aux 2 autres. Le MIC étant extrêmement inflammable, une torchère a pour fonction de brûler les gaz toxiques qui n'ont pas été neutralisés. Mais il s'avère qu'elle aussi était inopérante. On avait enlevé une section de canalisation corrodée d'environ 1,20 m sans jamais la remplacer. Si elle avait été en place, le gaz ne se serait jamais échappé. Il restait un dernier dispositif pour protéger les habitants de Bhopal. Des lances à eau sont placées autour de la colonne d'évacuation et des ouvriers entraînés dirigent les jets d'eau vers le gaz qui s'échappe dans l'atmosphère afin de diluer les émanations toxiques et les faire retomber au sol. Une nouvelle fois,
Michael Wright est sidéré par ce qu'il apprend. Il s'avère que ce système était sous-dimensionné. L'eau n'atteignait pas le haut de la cheminée. Donc, non seulement l'eau a contourné les barrières de protection et fait réagir le MIC, mais les 3 systèmes de sécurité destinés à contenir toute fuite de gaz se sont révélés inefficaces ou hors service. Une étonnante série de défaillances qui révèle de nombreuses négligences. Michael Wright se renseigne sur la direction de l'usine et les affaires de la société mère. L'usine était déficitaire. On l'avait agrandie quelques années auparavant en surestimant le marché. Les ventes de pesticides avaient été moins importantes que prévu. Dans ce cas de figure, la société mère fait toujours pression pour réduire les coûts. Les ouvriers racontent que suite à un relâchement dans la sécurité, les petites fuites se sont multipliées et ont même fait des victimes. Au moins 5 accidents ont eu lieu dans l'usine entre 1981 et 1984. Une fuite en décembre 1981 a blessé 2 ouvriers et tué un 3e. Il y avait eu suffisamment d'alertes pour s'en inquiéter. Tout commence par l'absence de l'obturateur. Ça a joué un rôle crucial. Sa présence aurait évité l'accident. L'absence de cette pièce s'explique par des réductions de personnel. Le responsable de la maintenance avait été licencié. Puis, les jauges défaillantes n'ont pas signalé le début de la réaction. Et sur tout le site, les instruments n'étaient plus réglés depuis une réduction des coûts d'entretien. Même si la colonne d'abattage avait été opérationnelle, elle n'aurait jamais pu neutraliser un tel volume de gaz. La tour d'abattage était conçue pour neutraliser de petites fuites. Personne n'avait envisagé un tel accident. Cela aurait coûté trop cher. Quant à la torchère, elle était hors service depuis 2 mois en raison d'une canalisation non remplacée. D'après les ouvriers, elle aurait pu être remplacée en 2 heures. Enfin, Union Carbide Amérique avait prévenu l'usine indienne que ses rideaux d'eau étaient mal conçus. Ils ont reçu l'ordre d'y remédier. Et ils ne l'ont pas fait. Tout porte à croire que Warren Anderson se protège derrière la théorie du sabotage. Union Carbide n'a jamais présenté de preuves tangibles. La thèse du sabotage a été avancée pour brouiller les pistes. Pour Michael Wright, la catastrophe de Bhopal a une toute autre origine. Ce serait la réduction drastique des coûts dans une usine stockant un produit chimique hautement toxique qui aurait conduit à l'accident. En 1984, Union Carbide avait réduit les coûts annuels de fonctionnement de l'usine de Bhopal de 1 250 000 $, mais cette dernière restait déficitaire. L'enquête met en lumière une suite de manquements et de négligences de la part de la direction de l'entreprise. Beaucoup de choses n'allaient pas à Bhopal. Mais tout est allé de travers en même temps parce que la direction avait décidé de réduire les coûts au détriment de la sécurité. L'enquêteur rejette la thèse du sabotage. La catastrophe est imputable à la société. À chaque fois qu'on apprenait qu'un système avait été coupé, alors qu'il aurait pu éviter l'accident, on était consternés. Leur refus d'investir un peu d'argent et de temps a provoqué la mort de milliers de personnes. Au terme de cette enquête, nous sommes désormais en mesure de reconstituer l'enchaînement des incidents et des erreurs survenus dans l'usine de Bhopal en cette tragique nuit de décembre 1984. « 3h30 avant la catastrophe, un opérateur procède au lavage des canalisations à grande eau pour déboucher le circuit. L'eau passe par un raccordement récemment installé qui mène au réservoir de stockage de MIC, un produit chimique extrêmement volatile.
L'obturateur censé empêcher les liquides de passer est absent. Dans sa course, l'eau se charge de particules de fer provenant des canalisations rouillées. 2h15 avant la catastrophe. La première goutte d'eau pénètre par une vanne défectueuse dans le réservoir E610 contenant 42 tonnes de MIC liquide, soit bien plus qu'il n'est recommandé. L'eau chargée de fer déclenche au contact du MIC une violente réaction exothermique. Le système de réfrigération étant hors service, la température s'élève rapidement. 1 heure avant la catastrophe, le MIC liquide commence à bouillir. Des ouvriers repèrent une fuite de gaz, mais celle-ci est considérée comme négligeable. Tandis que le MIC liquide passe à l'état gazeux, la pression augmente dans le réservoir. Dans la salle de contrôle, les jauges déréglées restent stables, puis montent brusquement en flèche. « 35 minutes avant la catastrophe. L'opérateur Suman Day constate que la pression a provoqué l'ouverture de la soupape de sécurité et qu'elle a fait se fissurer le sarcophage de béton. Le MIC, sous forme de gaz, s'échappe vers la tour d'abattage. L'équipe essaie de le neutraliser, mais la tour est hors service. De toute façon, elle ne peut contenir que de petites fuites. Le gaz sous pression continue sa route. 15 minutes avant la catastrophe. Le gaz pénètre dans la torchère, un système de sécurité censé brûler les gaz excédentaires. Mais elle ne fonctionne pas non plus, et le MIC s'échappe dans l'atmosphère. « 10 minutes avant la catastrophe. Dans un dernier effort pour neutraliser le gaz, les ouvriers se précipitent sur les lances à eau. Mais celles-ci sont sous-dimensionnées et n'atteignent pas le gaz qui s'échappe par la cheminée. À 1 h du matin, le 3 décembre 1984, un nuage extrêmement toxique de gaz MIC s'étend sur la ville de Bhopal et ses 500 000 habitants, causant la mort de 3000 personnes en quelques heures. Ce bilan s'est alourdi. D'après les autorités indiennes, 15 000 personnes sont décédées ultérieurement des conséquences directes de l'accident. À ce jour, plus de 500 000 personnes ont souffert des séquelles de l'inhalation du gaz ou des effets de la pollution chronique. Des gens continuent de mourir. 2 ou 3 personnes meurent chaque semaine 27 ans plus tard des effets secondaires de la fuite. Après la catastrophe, Union Carbide a fermé l'usine. Sur le site laissé à l'abandon, les installations rouillées se dressent toujours dans le ciel de Bhopal. L'unité n'a pas été dépolluée. Des analyses de la nappe phréatique révèlent la présence de particules toxiques. 5 ans après la catastrophe, Union Carbide Amérique a été condamnée à verser 470 millions de dollars d'indemnité, soit environ 600 $ par victime. En contrepartie, la société a obtenu l'assurance de ne pas être poursuivie à l'avenir. L'ancien PDG Warren Anderson a depuis pris sa retraite et vit à Long Island dans l'État de New York. En 2010, 8 anciens dirigeants d'Union Carbide Inde ont été reconnus coupables d'homicide involontaire et condamnés à une amende de 2000 $ chacun. La société prétend toujours qu'un acte de sabotage est à l'origine de la catastrophe. Les survivants de Bhopal font preuve de beaucoup de courage et de beaucoup d'humanité. Leur histoire mérite d'être connue, en hommage aux proches qu'ils ont perdus.